Bonsoir à tous. Ce soir, complément d'enquête s'attaque aux voleurs de temps. Embouteillage, smartphone, réunion entre autres. Et je vous promets qu'on ne va pas vous faire perdre le vôtre. Notre temps est précieux, mais qu'est-ce qu'on en perd? Dans les bouchons d'abord, on y passe des heures, parfois tous les jours. On ira notamment dans la ville la plus embouteillée de France, et cette ville, c'est Marseille. Bon là, je suis pas encore sortie de ma rue, quoi. C'est déjà la cata. Dans la foulée, on parlera de ce problème majeur avec celle qui est devenue la tête de turc des automobilistes parisiens, Anne Hidalgo, qui sera avec nous dans les fauteuils rouges. Que de temps perdu aussi avec nos smartphones. On passe nos journées le nez collé dessus et c'est pas un hasard. Vous verrez que des entreprises savent parfaitement s'y prendre pour nous rendre complètement accros. Nous jouons tous sur les 3 premières secondes. Pourquoi 3 secondes? Parce que vous savez, les gens font défiler leurs pages sur leur téléphone et ils ont une infinité de choix. Nous devons capter leur attention en une fraction de seconde pour qu'ils s'arrêtent et regardent notre vidéo. Parce que finalement, notre temps, c'est leur argent. Et quand on dort, alors, est-ce qu'on perd aussi du temps? On s'est intéressé, on a essayé de percer les secrets des tout petits dormeurs. Nous sommes ce soir chez WeWork. WeWork, c'est un espace de coworking, comme on dit. Il y a 170 entreprises qui travaillent ici, en plein cœur de Paris. Alors l'entreprise, c'est vraiment un endroit où on passe beaucoup de temps. On en perd aussi pas mal avec les réunions, la réunionnite. On en parlera tout à l'heure. Mais d'abord, donc, les bouchons. Ils nous font partir trop tôt, ils nous font arriver trop tard. On y laisse nos nerfs, parfois on devient grossier. Et au final, on y perd énormément de temps. La médaille de bronze, elle est pour Lyon. La médaille d'argent, elle est pour Paris. Et la médaille d'or des villes les plus embouteillées de France, elle est donc pour Marseille. Marseille, où s'est rendu Manuel Tissier pour une enquête par choc contre par choc. À Marseille, le temps perdu se mesure en kilomètres. Les kilomètres de bouchons qui paralysent la ville, matin et soir. Ah, c'est l'enfer, la 50 c'est toujours bouché. Tout le temps, c'est insupportable. Voilà. 650 000 voitures sillonnent chaque jour l'agglomération la plus embouteillée de France, avec Paris. Donc il n'y a pas de piste cyclable. Voilà, on a été condamné à plusieurs reprises parce que les pistes cyclables n'existent pas. Un Marseillais passe en moyenne 6 jours par an dans les bouchons. Ça va, ça freine, ça va, ça freine. Marseille n'a plus le choix. Elle doit trouver des solutions et de l'argent, beaucoup d'argent. Il y a entre 3 et 4 milliards d'investissements à consacrer d'ici 2026 ou 2027. Les bouchons, une matière étudiée par les scientifiques. Coût pour l'économie française, 17 milliards d'euros. On considère qu'une heure passée dans les transports coûte 11 euros à la société. Les embouteillages, une maladie urbaine qui rend fou des millions de Français. Pendant une journée, nous avons suivi les galériens des routes marseillaises. Leur combat contre le temps. Il est 8h30 et Johanna Marcet va prendre sa place dans ce trafic. Elle a 35 ans, elle est comptable et vit dans une petite ville au nord de Marseille. C'est parti, Johanna? Parti. C'est parti pour combien de temps? Bah alors là, c'est le trafic qui va le déterminer. Donc 20-25 minutes si ça roule bien. Vu l'heure, je pense qu'on sera plutôt dans les 45. Et encore si tout va bien. Elle s'est installée à Bouc-Bel-Air pour la tranquillité. Mais chaque matin, c'est 21 km de nationale et d'autoroute. Donc là, je suis pas encore sortie de ma rue, quoi. C'est déjà la cata. Johanna n'a pas le choix. Elle est obligée de prendre sa voiture pour aller travailler. Ce matin, elle met 10 minutes pour parcourir le premier kilomètre. Allô, je vais à gauche, moi. Merci. Alors tout est bon pour occuper ce temps perdu. Je risque rien. Même si le code de la route interdit désormais de se maquiller au volant. Je gâche un peu le temps, là, je suis à 17 minutes. Je
suis pas encore sortie de Bouc-Bel-Air. Donc là, en fonction de l'heure, c'est vraiment la galère. On est à 2 pas de l'autoroute. Hein. Voilà, bon ben on est mal barré. Hein. Le bouchon du matin n'entame pas la bonne humeur de Johanna, mais grignote son budget. Les embouteillages lui coûtent 70 € de gasoil en plus par mois. Je consomme à peu près 5 litres au 100 quand ça roule. Et là, je pense qu'on doit être à 12 litres au 100. Et puis l'usure, là, de faire toujours des petits trajets, l'embrayage qui prend un coup, le frein aussi. Donc ça, c'est des consommables qui se changent plus souvent, du coup. Voilà, là, ça sent l'arrivée. On est à 59 minutes, je suis au parking. Après, on va chercher une place. Et là, on se dépêche un petit peu parce que... 1 heure pour faire 20 km, un mauvais jour pour Johanna. Je crois qu'on a battu un record aujourd'hui. Ça va être compliqué. Je vais me dépêcher parce que là, il me reste 6 minutes pour arriver avant que la badgeuse me crie une petite alerte. Marseille, 900 000 habitants et à peine 3 lignes de tramway et 2 lignes de métro. Ces petites rues, ces voitures en double fil. Pas facile de travailler en centre-ville pour les artisans. Il est 10 h. Nicolas Bay et Christophe Malin ont attendu la fin de l'heure de pointe pour se mettre en route. Le trafic dicte leur emploi du temps. On veut éviter de rentrer à 17 h ce soir quand en plein bouchon. Il va falloir soit qu'on ne s'arrête pas pour manger, soit qu'on essaie de bosser un peu plus vite. Donc ouais, le moindre petit retard d'une demi-heure peut vraiment faire basculer une journée, quoi. Le défi pour ces ferronniers d'art, garer plusieurs fois par jour leur camionnette à côté de leur chantier. Christophe, l'ancien parisien, ne s'attendait pas à toutes ces heures perdues. Il a même dressé la liste des endroits les plus pénibles. Alors là, c'est l'agenda. C'est l'agenda de 2017. J'ai relevé quelque chose là sur Bompard, hein, c'est un quartier de Marseille qui est très chouette, très résidentiel, très calme, mais où il n'y a absolument aucune place pour garer, même pas pour une voiture. Donc là, c'est entre 3 quarts d'heure et 1 heure à tourner partout pour trouver quelque chose. Et loin. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon vélo dans la camionnette et je vais me garer et je rentre, je reviens à vélo sur le chantier. Sinon ça me fait gagner peut-être 10 minutes ou un quart d'heure, donc ça c'est bien. Ce temps-là, c'est un temps où vous ne produisez pas, vous ne gérez pas. Non. En manque à gagner, si on commence à chiffrer, on commence à s'affoler. Dans leur atelier, ils forgent des pergolas, des portails. Et selon les quartiers, Nicolas ajoute entre 50 et 150 € à ses devis. Ces 2 heures qu'on va passer sur la route, on les inclut. Alors, on les inclut pas forcément au même taux horaire que ce qu'on pratique pour la forge, mais voilà, on sait qu'on le prévoit. À l'heure du déjeuner, Cédric Frémy enfourche son vélo, direction Aix-en-Provence, où il travaille. Lui ne prend jamais sa voiture. 40 minutes chaque jour, 16 km de sensations fortes. Et la route est magnifique. La vue sur Aix ici est imprenable. Un petit coup d'œil sur la 8 pour voir si ça roule, mais ça roule. Mais bon, moi j'ai pas de bouchon, pas de problème de stationnement. Et je fais mon sport en plus. Que demander de mieux? Et pourtant, les bouchons, c'est son obsession. Le trafic, son gagne-pain. Il en parle tout le temps. Dans un micro. 3 heures de direct. 100 000 auditeurs. L'émission phare de France Bleu Provence. Allez, c'est parti. Bonsoir, c'est pour signaler que le tunnel de Filleul est fermé. Dans les deux sens, vous avez vu ou dans un seul sens? Pour l'instant, dans le sens Marseille-Aix. On a 2 camions-citernes qui sont en panne sur la bande d'arrêt d'urgence. Alerte accident. Merci Céline, à très vite, à bientôt. Sylvain Vitrolles, bonsoir Sylvain. Donc attention, tunnel du Vieux-Port, direction le Prado Carénage. Si ça perturbe le trafic, n'hésitez pas à nous le faire savoir. 04 42 38 08 08. Fais la route ensemble. On est dans l'instantanéité et ça nous permet d'être partout là où ça se passe, de couper les programmes si besoin. On est vraiment à fond, et les auditeurs sont à fond, ils jouent le jeu. C'est ça la force de l'émission en fait. C'est comme un match de foot, vous commentez ça comme un multiplex. Sauf que je serais bien incapable de commenter un match de foot. Je connais pas les joueurs, par contre je connais bien mes routes, donc ça aide.
France Bleu Provence, Ludivine, bonjour. À l'heure des sorties de bureau, une émission utile. Informer plus vite que les services routiers et bien plus convivial qu'un GPS. Ce réseau social de la circulation, inédit en France, Jessica Serra ne peut plus s'en passer. Si vous savez ce qui se passe sur l'A7 au niveau de Saint-Antoine, n'hésitez pas à nous appeler. Il y aurait a priori une voiture arrêtée sur la route. Il est presque 16 h et elle a déjà quitté son bureau pour récupérer sa fille à la sortie de l'école, 28 km au nord de Marseille. Toute son organisation tourne autour des bouchons et comment les éviter. Son jour de repos, elle le prend le jeudi. Je n'ai pas opté pour le traditionnel mercredi pour être avec mes enfants, mais j'ai opté pour la journée où le trafic était le plus important sur la route. Donc pour éviter cette journée-là dans la semaine qui est archi saturée, c'est un véritable cauchemar d'aller à Marseille, eh bien j'ai demandé à mon employeur à ce que le jour où je ne travaille pas soit ce jour-là. Chaque jour, 52 000 véhicules empruntent la même route que Jessica. Aujourd'hui, pas d'obstacle. 16h30, mission accomplie. Pour Jessica Serra, l'angoisse des bouchons ne s'arrête pas à la porte de sa maison. Il pèse aussi sur son couple et sa vie de famille. Des fois, les trajets, c'est 1h30 de trajet, voire 2 heures quand il y a des gros embouteillages. Donc, du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait? On commence à manger, on commence à faire notre routine du soir. Et voilà, donc, du coup, effectivement, la partie couple, quelque part, elle en prend aussi un petit coup. Disons que quand tu sais que tu vas rentrer tard, c'est une chose. Tu sais que tu vas rentrer tard, il y a plein de gens qui rentrent tard de leur travail. C'est quand c'est l'imprévu. C'est l'imprévu, voilà. C'est le fait que c'est un événement imprévu sur la route qui fait que tu vas prendre une demi-heure de plus. C'est plutôt ça, je pense, qui... Voilà, il y a des gens qui rentrent tard, énormément de personnes, et quand tu le sais, tu t'organises à l'avance. Desserrer l'étreinte de la voiture. Un enjeu qui concerne toutes les générations. Et s'explique à Marseille par la situation géographique. 3 autoroutes urbaines déversent les voitures sur la cité, coincées entre les collines et la mer. Et contrairement à toutes les grandes villes, pas de périphérique. La voie de contournement appelée L2 est toujours en chantier. Ce projet date pourtant des années 30. Dans le 12e arrondissement, la Rocade, on en parle depuis plus de 50 ans. À ma connaissance, on en parle depuis 1933. Achèvement annoncé pour 1997. La mise en circulation de la L2 est prévue pour 2002. La L2 ne s'achèvera au mieux qu'en 2007. Un chantier qui, à l'origine, devait être livré en 1995. Pendant des années, il a été laissé en friche par les collectivités locales, puis l'État. Avant de renaître en 2009. La L2, presque terminée, doit permettre l'an prochain d'absorber 100 000 véhicules par jour, 50 ans après les premiers coups de pioche. Un scandale pour Patrick Menucci. Pour lui, la droite qui dirige la ville depuis 20 ans n'a jamais fait de la circulation une priorité. Monsieur Godin, il ne faut pas l'oublier, ça fait 23 ans qu'il est là. Donc on préfère construire la énième piscine ou une deuxième grande salle de spectacle comme vient de le faire Mme Joassin-Aix avec 0 transport en commun. C'est-à-dire chaque fois que vous allez là-bas, vous faites 2 heures d'embouteillage. On est dans une situation où aujourd'hui, rien n'est préparé pour limiter ce que vous voyez autour de vous. Le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, est aussi président de la métropole, chargé de faire sauter les bouchons dans la région. Mais il a refusé de nous en parler. Sur ce dossier stratégique, c'est son vice-président qui conduit. Après 50 ans de retard, promis, le périphérique, c'est pour demain. On y est presque, puisque la L2, ce sera terminé l'année prochaine en 2018, et les boulevards sud urbains qui permettront de boucler jusqu'à la partie sud et côtière de Marseille, c'est pour les 3-4 années qui viennent. Bon. Marseille en 2027. Ouais. Mais Jean-Pierre Cérus et son équipe rêvent plus grand. Diminuer la place de la voiture avec des nouvelles lignes de métro, des tramways et de très lourds investissements. Ce grand rêve de fluidité, est-ce qu'il est financé et finançable, surtout dans un environnement très contraint? Alors, ça n'est pas un rêve, c'est une nécessité. Nous devons faire ça. Alors, à ce jour,
les financements ne sont pas acquis définitivement. C'est quoi le chiffre d'ailleurs ? Il y a entre 3 et 4 milliards d'investissements à consacrer d'ici 2026-2027. Ces grands projets, pas encore financés, les Marseillais s'en méfient. Car ils ont découvert il y a peu que le retard de leur périphérique avait été organisé dans leur dos. Bienvenue dans le tunnel Prado-Carénage. Cet ouvrage permet de traverser la ville en 3 minutes, mais il faut payer. 2,80 € pour gagner du temps. Vinci et Eiffage, les deux géants du BTP, ont construit le tunnel. Les autorités locales leur ont concédé l'exploitation jusqu'en 2025. Mais pour assurer leur rentabilité, la concurrence aurait été freinée. Ces journalistes de Mars Actu ont épluché les 800 pages du contrat de concession. Et au fin fond de l'annexe 7, quelques lignes, joliment nommées « clause de paysage ». La communauté urbaine s'engage à ne pas finir son périphérique avant 2026. C'est signé en 2008. On dit, voilà, pendant 18 ans, on ne mettra pas en service cet ouvrage parce qu'il vous ferait concurrence. C'est-à-dire, il vous ferait à vous, concessionnaires privés, gestionnaires de tunnels qui encaissent des péages, il vous ferait concurrence, il vous ferait baisser vos recettes. On ne fera pas cet ouvrage. Avec 13 millions d'euros de bénéfices l'an dernier, Vinci et Eiffage ont fait une bonne affaire. Ils viennent juste de supprimer la clause de paysage et ont obtenu la construction d'un nouveau tunnel. Marseille, Lyon, Paris. Dans les grandes villes, les embouteillages augmentent. Un mal moderne que des scientifiques cherchent à guérir. Héliport de Paris, un soir de retour de vacances. Ça roule à peu près sur le périph' là. Christine Buisson est physicienne. Spécialité mécanique des fluides. Depuis 20 ans, elle scrute les embouteillages à la loupe. On peut pas attendre là. Ouais, pas de problème. En fait, en physique, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est l'émergence macroscopique de phénomènes dus à des comportements microscopiques. Et le trafic, c'est magnifique pour ça, parce qu'il y a des comportements globaux, comme les bouchons, qui sont dus à des variabilités de comportement individuels. Les changements de voie, les accélérations. Un cauchemar pour les automobilistes. Mais pour la chercheuse, un moment de plaisir. Un chercheur qui n'aime pas son sujet est un chercheur malheureux. Donc moi j'aime les bouchons. Oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Vue du ciel, l'autoroute livre de précieuses données. Un freinage, une circulation en accordéon qui scintille comme des pépites. Ah, là il y a une insertion de camion en vue, ça va être joli. Ça fait quoi l'insertion de camion? Ah bah ça va faire une belle perturbation sur le trafic à mon avis. Voilà, il clignote, il change de voie et ça freine derrière. Les véhicules sont obligés de ralentir derrière lui. Et voilà. Mais les recherches se passent le plus souvent sur la terre ferme. Un institut public et ses 50 scientifiques tentent de résoudre le problème, loin du bitume. Et la concentration, c'est la concentration C2', qui est celle-là. Avec des équations et un budget de 5 millions d'euros. Cette équation et ce diagramme me permettent très simplement de résoudre la question de la longueur des bouchons. On n'a pas compris grand-chose. Alors la physicienne nous a expliqué avec des lentilles corail. Il ne s'agit pas de créer des routes supplémentaires, mais de réguler le trafic. Donc j'en mets 200 grammes dans chacun des 2 verres doseurs. Alors maintenant, Charlotte et moi, on va faire une expérience. Elle verse en créant un bouchon. Moi, je verse en pluie fine. Et vous allez voir qu'elle va vider son bécher plus vite que moi. C'est parti. À gauche, les automobilistes partent tous en même temps. À droite, ils arrivent au fur et à mesure. 3 fois moins de temps. Fluidifier le trafic.
Une urgence. Entre les heures de travail perdues, la pollution et ses conséquences, les bouchons coûtent très cher à la collectivité. Le coût à la société du temps de congestion, c'est environ de l'ordre de 3 ou 4% du produit intérieur brut. Hein. C'est quantifié par les économistes. Et donc, on considère qu'une heure passée dans les transports coûte 11 € à la société. La facture pourrait atteindre 22 milliards d'euros en 2030. Et elle augmente presque partout en Europe. Sauf à Rotterdam. La deuxième ville des Pays-Bas est devenue un modèle de la lutte anti-bouchon. Avec un système qui intéresse les métropoles du monde entier. Cela s'appelle le péage positif. Dans un premier temps, les caméras placées sur les ponts du centre-ville repèrent les voitures qui circulent aux heures de pointe. Chaque fois qu'ils évitent ce trajet entre 15h et 19h, leur conducteur touche 3 €. 140 € par mois, maximum. On a 4500 volontaires dans ce programme. Et on a au minimum 1600 voitures par jour qui ne passent plus aux heures de pointe sur les ponts. Bien sûr, ça coûte de l'argent. 4 millions d'euros. Mais d'un autre côté, c'est bon pour la ville. On peut dire que la qualité de vie est meilleure. Et ça, c'est grâce aux gens qui ne prennent pas leur voiture. Rotterdam utilise le péage positif depuis 10 ans. Il est temporaire et tourne sur plusieurs axes routiers. C'est la société de Monique Monster qui l'a mise en place. Rien que ce tunnel-là, c'est 30 000 voitures chaque jour, entre le nord et le sud. Elle développe plus de 25 projets à Rotterdam pour réduire la circulation. Le péage positif est l'un des plus performants. La plupart des gens ont changé leur heure de départ. Mais ils prennent toujours leur voiture. En revanche, 40% des participants choisissent désormais le vélo ou les transports en commun. Ils ont abandonné leur voiture pour aller travailler. Complètement. Et ça, c'est bon pour la qualité de l'air. Avec ses pistes cyclables et même ses bateaux-taxis, Rotterdam propose de nombreuses alternatives à la voiture. Le Grand Paris ou Lille pourraient bientôt tenter l'expérience du péage positif. Bouchon, la machine à perdre du temps. C'est une enquête de Manuel Tissier, Olivier Gardette et Alice Panouillot. Encore une image d'embouteillage, mais là en format XXL pour le coup. On est là dans la région de Los Angeles et ça coince vraiment beaucoup. En fait, ce sont les Américains là que vous voyez qui partent fêter Thanksgiving. Et c'est cette nuit, Thanksgiving. Retour à Paris, médaille d'argent, des embouteillages au palmarès national, juste derrière Marseille, on en parlait. Des embouteillages, beaucoup l'accusent d'en créer avec ce qu'ils appellent sa politique anti-voiture. Anne Hidalgo, maire de Paris, présidente du C40, qui est un club qui regroupe les grandes métropoles du monde dont l'objectif est la lutte contre le dérèglement climatique et qui vient d'être nommée personnalité politique de l'année par le magazine GQ, est avec nous. Elle affirme ne pas avoir de tabou en matière de lutte contre la pollution. Et on va en parler avec vous. Bonsoir Anne Hidalgo. Bonsoir. Un mot peut-être pour commencer sur ce qu'on vient de voir dans le sujet, là, le péage urbain positif, le fait de rémunérer les automobilistes qui ne roulent pas aux heures de pointe. Est-ce que ça pourrait être une piste pour Paris ? Pourquoi pas, mais en fait, Rotterdam est déjà une ville où il y a peu de voitures. Hein. Ce sont des villes d'Europe du Nord qui ont déjà choisi depuis très très longtemps le vélo, qui sont sur des modes de déplacement pacifiés. Et moi, ce que je ne veux pas, c'est un péage qui discrimine selon les moyens qu'on a pour rentrer ou pas dans Paris. Alors ça, c'est le péage urbain classique comme il y a à Londres, comme il y a à Milan. Voilà, à Londres d'ailleurs, où ça a marché dans un premier temps et après les gens étaient prêts à payer. Pour vous, maire de Paris, le péage urbain à la londonienne, c'est non, c'est clairement non. C'est non, donc parce que ça discrimine selon les moyens qu'on a. Moi, je ne vais pas imposer aux personnes qui viennent de banlieue, qui ont besoin de venir à Paris, d'aller à l'hôpital pour se faire soigner, qui viennent en voiture, je ne vais pas leur imposer de payer. Ça serait extrêmement discriminant. Il y a une chose qui est sûre, Anne Hidalgo, c'est qu'aujourd'hui la pollution tue. 487 600 décès anticipés chaque année dans l'Union européenne. 95% des Franciliens, c'est-à-dire pratiquement tous, potentiellement surexposés aux particules fines. Oui. La pollution qui leur fait perdre entre 8 et 12 mois d'espérance de vie selon les calculs d'Air Paris. Là-dessus, il n'y a pas de débat, il y a un énorme problème de santé publique. Mais votre politique, Anne Hidalgo,
elle n'est pas comprise. Aujourd'hui, les automobilistes ont le sentiment que vous leur avez déclaré une guerre totale. Est-ce que vous souhaitez la fin de la voiture individuelle à Paris ? Je pense que les voitures individuelles à Paris, c'est plus autour de ça qu'on va construire la ville. Mais bien sûr, certaines personnes en auront toujours besoin. Je pense aux commerçants et artisans pour lesquels on a fait justement une politique particulière, y compris avec des incitations financières pour qu'ils puissent accéder à des véhicules propres. Mais il y a beaucoup de gens qui peuvent s'en passer. D'ailleurs, vous savez, on dit que cette politique n'est pas comprise. Mais aujourd'hui, la plupart des Parisiens n'ont pas de voiture. Il n'y a qu'un Parisien sur 10 qui prend sa voiture pour aller travailler. Donc vous voyez, on a, au-delà du commentaire qui est fait, parfois même de la recherche systématique de polémique, qui est un sport national, il y a des avancées qui sont faites par les gens eux-mêmes, qui ont compris Encore une fois, que la c'est pollution... quand ils le peuvent, quand Voilà. ils en ont la possibilité. Quand Bien on vit dans sûr. Paris, c'est plus facile parce qu'on a des Absolument. transports en commun qui sont très efficaces. Et Valérie c'est pour- Pécresse, oui. Valérie Pécresse, la présidente du Conseil régional d'Île-de-France, dit qu'être anti-voiture, en vous visant, c'est être has-been, car, dit-elle, les voitures de demain seront décarbonées, non polluantes et silencieuses. C'est pas faux. D'abord, les voitures de demain ne sont pas encore toutes là aujourd'hui et sur les routes de l'Île-de-France, on a encore beaucoup de pollution. Et je pense que souvent, ces arguments sont utilisés par les gens qui ne veulent pas agir, les gens qui font peut-être un peu d'électoralisme. Le problème, Anne Hidalgo, c'est que vos résultats, aujourd'hui, ils sont contestés. Il y a un rapport qui a été publié en début de semaine qui conclut à une aggravation des embouteillages dans et autour de Paris. Rapport commandé par le Conseil régional d'Île-de-France. Oui, c'est un rapport qui est contesté par les scientifiques. D'ailleurs, ils sont intervenus là-dessus parce que, vous savez, il y a des gens qui essayent de nous expliquer, c'est le cas d'ailleurs de ce rapport, que plus vous mettez de voitures, moins il y a de pollution. Et moins vous mettez de voitures, plus il y aurait de pollution. Voilà, c'est pas sérieux. Vous savez, Il est bidon ce rapport ? Ce rapport est totalement bidon et franchement, je préfère écouter ce que disent les pneumologues, je préfère écouter ce que disent les spécialistes des questions de pollution. On est en train d'empoisonner nos enfants. Moi, si je fais tout ça, vous savez, je pourrais vivre tranquille, me mettre dans mon petit coin en me disant « mais demain, tout ira mieux parce que les véhicules seront propres » et attendre que ça aille mieux. Mais mon rôle en tant que maire de Paris, et notamment pour les Parisiens et leurs enfants, et pour les Franciliens d'une façon générale, c'est d'agir maintenant. 3 petites questions très concrètes, si vous voulez bien. Est-ce que vous confirmez qu'à partir de 2024, il n'y aura plus un moteur diesel qui entrera dans Paris ? Absolument, et ça coïncide aussi avec les Jeux Olympiques. C'est un travail que j'ai engagé aussi avec les constructeurs automobiles qui sont très motivés par cette échéance. Est-ce que vous confirmez qu'à partir de 2030, donc 6 ans plus tard, il n'y aura plus un seul moteur essence qui entrera dans Paris, qu'on ne roulera plus qu'à l'électrique ? C'est une proposition qui vient d'être faite par 700 experts et parisiens dans le cadre du plan climat de Paris. C'est d'ailleurs une proposition qui est reprise aussi par de très nombreuses villes dans le monde. Mais vous êtes favorable à ce qu'en 2030, il n'y ait plus un seul moteur à essence dans les rues de Paris. Il y a quelques jours, votre adjointe en charge du climat a estimé que le périphérique parisien, qui se trouve juste derrière nous là-bas, était obsolète. Est-ce que vous souhaitez à terme la fermeture du périph'? Non, pas la fermeture, mais sa transformation, clairement. Est-ce qu'il y aura demain, dans quelques mois, dans quelques années, une file réservée au covoiturage, comme on l'entend dire? Moi, j'aimerais beaucoup qu'on réserve soit le covoiturage avec aussi des véhicules propres, pourquoi pas, soit des files pour les véhicules autonomes. Mais en tous les cas, à quelle échéance vous souhaitez ça? Je pense que ça ira relativement vite. Vous savez, on a les Jeux Olympiques en perspective en 2024, donc dans les 5 ans qui viennent, on aura des évolutions. Dans les 5 ans qui viennent. 5 ans qui viennent, on aura des évolutions majeures, là aussi, sur la mobilité urbaine. On entend votre réflexion, vos convictions sur la place de la voiture dans la ville, mais est-ce que vous ne vous trompez pas de méthode, Anne Hidalgo? Parce qu'au bout du compte, vous récoltez impopularité et incompréhension, votre message ne passe pas. Est-ce que ça, vous le vivez bien déjà? D'abord, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que les Parisiens soutiennent... des réactions très tranchées, oui, parfois haineuses. Bien sûr, mais ça, vous savez, quand on est une femme déjà, une femme politique, un personnage public qui affirme des convictions et qui, d'une certaine façon, a annoncé très clairement quelque chose qui va à l'encontre des intérêts de lobbies comme le lobby du diesel ou des énergies fossiles, forcément, on a ce type de critique, mais je sais que les Parisiens souhaitent vraiment qu'on avance sur cette politique-là. Ça vous laisse indifférente? Vous êtes insensible à ces critiques? Ça vous laisse indifférente? Ça ne laisse jamais indifférent, les critiques. Heureusement, disent, non. Elle est sectaire, elle est autoritaire, elle n'écoute pas, elle croit qu'elle a toujours raison. Écoutez, que dans la vie politique, on essuie des critiques, c'est pas un sujet, ça fait partie de la vie politique. Je pense que si on revient à la rationalité, y compris dans le débat public et dans l'expression des arguments, les choses changent. Et en tous les cas, dans la façon dont les Parisiens, qui sont les premiers confrontés à la pollution, ils soutiennent, ils me disent surtout ne lâchez rien, surtout continuez, surtout on est avec vous.
Vous savez, moi, ça fait mon bonheur, puisque je suis maire de Paris et je préfère être soutenue par les Parisiens. Il y en a qui doivent se dire que vous avez une audition partielle, parce qu'il y a aussi beaucoup qui protestent, qui grognent dans les voitures. Ils ont voitures. peut-être même une audition très partielle, et je vous redonne les chiffres, parce qu'il faut toujours partir des réalités quand elles sont vérifiées scientifiquement. 9 Parisiens sur 10 n'utilisent pas leur voiture pour aller travailler. Rien ne vous fera reculer, même si vous devez perdre votre fauteuil de maire en 2020? Non, on ne va pas reculer. Vous savez, ce qui m'importe, c'est qu'on puisse vivre sur une planète et dans une ville où l'air qu'on respire ne soit pas un poison. Moi, je pense à nos enfants, voilà. Je suis une mère qui est aussi une mère, voilà. Et je pense à nos enfants. Et vraiment, pour eux, je pense qu'on doit accepter de penser le monde autrement. Merci beaucoup, Anne Hidalgo, d'être venue dans Complément d'enquête ce soir. Est-ce que vous êtes scotché à votre téléphone en permanence, vous? Souvent quand même, parce que ma fonction m'oblige quand même à rester connectée. C'est ça, quand votre meilleur ami, autrement dit votre smartphone, devient un peu trop envahissant. Songez que 84% des Français utilisent leur smartphone quand ils regardent la télé. Songez qu'1 sur 5 le consulte dans les 5 minutes après s'être réveillé le matin, ou encore que les 18-24 ans le regardent en moyenne 50 fois dans la journée. Une dépendance savamment organisée par des entreprises qui font leur beurre avec notre temps. C'est une enquête de Laure Paulet. Parmi ses attributions dans la culture d'entreprise, il y a des moments comme ça où son appel, même silencieux, nous est irrésistible. Encore une trop longue réunion à la rédaction. Machinalement, je prends mon téléphone pour regarder défiler ces applis qui me proposent tout et n'importe quoi. Et aller savoir pourquoi, sur ce fil d'actualité, je vais passer 2 minutes à regarder une recette que je ne cuisinerai jamais. Je suis comme hypnotisée par ce roulé au caramel. Et ce n'est pas du tout un hasard. À l'autre bout de la planète, dans un studio près d'Hollywood, on réalise ces petits clips avec beaucoup de sérieux. Vous voyez, Merci est en train de vérifier le cadre. Là, je trouvais le cadre trop serré. Alors j'ai demandé de relever un peu la caméra. Et c'est mieux maintenant? Ah oui, beaucoup mieux. Ici, pas de cuisinier. Merci fait travailler des food stylistes, des stylistes pour aliments. L'objectif de ces esthètes du jaune d'œuf, nous faire saliver avec leurs images de chocolat et de crème pâtissière, même quand nous n'avons pas faim. Nous jouons tout sur les 3 premières secondes. Pourquoi 3 secondes? Parce que vous savez, les gens font défiler leurs pages sur leur téléphone et ils ont une infinité de choix. Nous devons capter leur attention en une fraction de seconde pour qu'ils s'arrêtent et regardent notre vidéo. Et pour ça, même la façon de verser du chocolat dans une casserole, c'est millimétré. Et quand ces 2 ingrédients se mélangent, cet effet marbré, c'est tellement joli. C'est ce genre d'image que nous voulons créer. Laure, putain, tu lâches ton portable! Alors que plus des 3/4 des Français ont maintenant un smartphone, lâcher son portable devient de plus en plus difficile. En moyenne, nous passons déjà près de 2 heures par jour scotchés à notre téléphone. Et ce chiffre ne fait qu'augmenter. Vidéos, jeux, réseaux sociaux, derrière chaque application, des techniques redoutablement efficaces pour nous prendre toujours plus de minutes. Cette économie de l'attention génère des milliards de chiffres d'affaires avec notre temps de cerveau disponible. Voyage de l'autre côté de l'écran où nos instants libres valent de l'or. Ah bah voilà. C'est sur la côte ouest des États-Unis qu'a commencé la ruée vers nos heures perdues. À Los Angeles, quartier de Santa Monica. C'est là que Larry Fitzgibbon a installé son entreprise de vidéo. 150 personnes travaillent ici pour réaliser ces fameuses recettes filmées. L'entreprise a réussi à lever 80 millions de dollars sur cette simple idée devenue très rentable. Plus les gens passent de temps à regarder nos vidéos, plus nous gagnons de l'argent grâce à la pub. Le temps, c'est ça l'enjeu? Le temps, c'est stratégique. Tous les fabricants de contenu se battent pour garder l'attention des gens. Mais qui travaille sur la pub ici? C'est Anna, juste là. C'est moi. Ah, bonjour.
Il y a de la pub dans vos vidéos de recettes? Oui. Mais où? C'est complètement intégré à la vidéo. Vous voyez une recette comme les autres. Vous avez envie de la réaliser et de la manger. Mais dedans, nous mettons en avant un produit. Exemple avec cette campagne pour les avocats du Mexique. Là, on a eu l'idée de faire des glaces à l'avocat. Et ici, vous pouvez voir les étiquettes de la marque. Nous pensons que la combinaison gagnante, c'est de diffuser le message de l'annonceur à travers des vidéos attrayantes que les gens auront plaisir à regarder. Et vous pouvez nous donner une idée du prix que paye la marque? Ça peut aller de quelques centaines de milliers de dollars jusqu'à plusieurs millions. Pour un clip? Non, pour un ensemble de contenus. Larry Fitzgibbon reste discret sur son chiffre d'affaires. Mais il affirme que tous les mois, ces petits clips captivent plus de 200 millions de personnes sur Facebook, Snapchat ou Instagram. De la crème, beaucoup de sucre, avec de vrais morceaux de pub dedans. L'impression de passer un bon moment, votre cerveau en redemande. Mais il n'y a pas que les sucreries pour nous coller à notre écran. À Paris, j'ai rendez-vous dans cette PME qui fait du jeu vidéo depuis 2004. Son fondateur, Levan Sergeveladze, a accepté de nous révéler une autre ficelle du métier, flatter notre ego. Spécialiste à l'origine du jeu de rôle sur PC, son équipe se lance sur téléphone portable. Et pour réussir, un modèle. Candy Crush. Avec ses alignements de bonbons, ce jeu gratuit écrase le marché depuis 5 ans. Simple, facile et rusé. Il fait de chacun de nous un grand champion. Alors sur Smart Cookie 4, là, Voilà, c'est un niveau qui est relativement facile. Nous laisser suffisamment gagner pour nous donner envie de revenir. Okay. Ça va être très compliqué cette fin de partie, parce que je pense que vous avez déjà perdu. perdu. Ouais. Même quand nous n'y comprenons rien, c'est une de leurs martingales. C'est possible de faire ça. Après, en revanche, on a perdu. Et ce n'est pas la seule. Nous, dans Celsius Heroes, donc, qui est un jeu de rôle, mais assez simple, auquel tout le monde peut jouer. Si on s'aperçoit que le joueur n'est pas très fort, a un peu de mal à maîtriser les fondamentaux du jeu, on lui propose, sans lui dire, des niveaux un tout petit peu plus faciles au début. On peut aussi avoir des petites astuces, par exemple des notifications qu'on envoie sur le téléphone portable. Donc là, j'ouvre mon coffre et je gagne des cartes qui sont utiles dans le jeu ensuite. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont beaucoup utilisées dans l'industrie. Ce sont des choses qui sont utilisées. Alors en général, c'est un petit peu des secrets de fabrication. Les récompenses. En psychologie, on appelle ça le renforcement positif et c'est tellement efficace que toutes les applis s'y sont mises. Célia Audan est une star de la psychologie du joueur. Outre-Atlantique, les grands studios de création se l'arrachent. Elle est de passage à Paris pour transmettre sa science à de futurs développeurs. On pourrait vraiment avoir des modules qui se stackent les uns dessus les autres. Je vous le dis, il y a de plus en plus de jeux qui passent en vertical, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent juste jouer avec une main. Donc faites attention aussi à ce que vous mettez en bas à droite de l'écran, parce qu'en général, le pouce cache l'écran. Après le cours, elle va nous expliquer comment les réseaux sociaux ont repris cette astuce venue des jeux. Le premier à l'avoir fait, c'est Facebook. Dans Amis, vous avez une récompense là. Avec son système de likes, ce pouce levé devenu emblématique. Puis on peut faire j'adore. C'est encore plus sympa. On a le petit cœur, donc là c'est le pourcentage de temps où on va recevoir ce genre de petites récompenses par rapport à tous les trucs qui ne nous intéressent pas ressemble un petit peu à quand on va jouer à la roulette ou machine. La plupart du temps, on n'a pas grand-chose et de temps en temps, on va avoir quelque chose d'excitant. Sur Facebook, ça va être un petit peu le même principe. La plupart du temps, c'est des pubs, c'est des choses qui ne nous intéressent pas forcément. Mais de temps en temps, quelqu'un va nous parler directement, va réagir en rigolant à quelque chose qu'on a partagé et qu'on trouvait ça drôle. Donc c'est récompensant de voir que quelqu'un d'autre a trouvé ça amusant également.
et elle dit j'aime ou elle fait ha ha ha. Oh là là, puis là en plus c'est nouveau, ça c'est assez récent. Ça vous donne un petit côté de ouh, je suis génial. Et voilà comment les réseaux sociaux nous rendent aussi accros que des jeux de casino. Voilà. Ah, oh là là, joli. En permanence en attente de notre dose de like. Vous sentez pas mieux là? Si agréable pour notre cerveau. Et ça marche. Dans cette course pour capter notre temps d'attention, les réseaux sociaux ont dépassé tout le monde. Twitter, Snapchat, YouTube, Instagram et Facebook. Aujourd'hui, ils nous volent déjà l'équivalent de 5 ans de notre vie à faire défiler ces applis sur nos écrans. La plus chronophage, c'est Facebook, qui a engrangé un bénéfice record de 10 milliards de dollars l'an dernier. Mais à long terme, ne risquons-nous pas la surchauffe? En Californie, on commence à se poser la question. À l'université de Los Angeles, le professeur Carrier est sur le point de publier la première étude jamais menée sur le sujet, et ce qu'il observe est inquiétant. Avec ses capteurs mesurant l'activité de mon cerveau, il va me montrer comment mon téléphone accapare mon attention, même quand j'essaie de l'oublier. Je vais poser ce bandeau noir pour neutraliser les lumières tout autour. Comme ça n'interfère pas avec l'expérience. Alors, avant tout, la bonne nouvelle, c'est que votre cerveau fonctionne. Ah, très bien, je suis rassurée. Je dois cliquer sur des lettres qui apparaissent furtivement sur l'écran. Au début, tout va bien. Et puis, l'équipe commence à envoyer des notifications sur mon téléphone, posé derrière moi. Alors, comment c'était? C'était facile? En fait, au début, je trouvais ça facile. Mais ensuite, non, parce que ça allait tellement vite, les étoiles, les lettres qui bougeaient tout le temps. Avec les sonneries, c'était compliqué. D'accord, je comprends. Ces courbes montrent l'activité de la zone du cerveau qui contrôle mes émotions. Et quand mon téléphone sonne, manifestement, je suis perturbée. Quand vous comparez ce qui se passe quand votre téléphone est éteint ou allumé, vous voyez que votre cerveau utilise l'oxygène différemment. Ça veut dire que votre cerveau doit travailler plus quand vous essayez d'ignorer votre téléphone pour rester concentré sur ce que vous avez à faire. Et à force, ça peut poser problème? Oui, je suis particulièrement inquiet pour les enfants car leur cerveau est encore en développement. Et à force d'être perturbés tout le temps par leur téléphone, leur fonctionnement cérébral pourrait être changé pour toute la vie. C'est le danger. Un conseil avant de partir, éteindre mon smartphone une journée chaque semaine pour réinitialiser mon cerveau, comme il dit. Aujourd'hui, il n'est plus le seul à sonner l'alarme. Aux États-Unis, d'anciens cadres passés par Google ou Facebook nous appellent à la révolte. Mon téléphone est devenu une machine à sous. Et moi, qui suis designer, je sais exactement comment ça marche. Et pourtant, je n'ai pas plus de liberté que vous. Je reste scotché à mon écran. Nous utilisons les failles de la psychologie humaine. Et nous qui avons inventé ces systèmes, que ce soit moi avec Mark Zuckerberg chez Facebook, ou Kevin Systrom pour Instagram, nous tous, nous l'avions bien compris. Et nous l'avons fait quand même. Ces algorithmes sont conçus pour vous confisquer votre libre arbitre et l'utiliser contre vous. Dans un quartier huppé de Los Angeles, l'un de ces repentis a accepté de nous recevoir. Pendant 10 ans, Gabby Zickerman a été considéré comme le gourou de la gamification, cette façon de mettre des récompenses partout afin de rendre les gens accros. La gamification, c'est la méthode la moins chère pour fidéliser les gens et les scotcher à un produit. Et c'est pour ça que c'est aussi populaire. C'est bien moins cher que de donner de l'argent pour qu'on utilise votre appli, et moins cher aussi que le marketing ou la publicité. Et vous avez travaillé pour qui?
Presque tout le monde est venu chercher mes conseils. Apple, Google, Facebook. J'ai travaillé pour presque toutes les boîtes de nouvelles technologies à un moment ou à un autre. J'ai passé 10 très bonnes années. Mais aujourd'hui, Gaby a renoncé aux milliers de dollars qu'il pouvait gagner en une journée. Il y a 2 ans, il a eu un déclic. À force de regarder les gens autour de lui, notamment dans ce café au coin de sa rue, quel monde était-il en train de fabriquer ? Avant, quand vous entriez dans un café, il y avait du bruit. Les gens parlaient. Maintenant, ça n'existe plus. Regardez. La plupart des gens ont même 2 écrans. À chaque fois que je vois ça, je me dis que c'est en partie de ma faute. Pas seulement de ma faute, mais en partie. Dorénavant, tous les matins, Gaby rejoint sa nouvelle boîte. Lui aussi a fini par lancer son application. Mais la sienne est à contre-courant. Elle a pour but de nous libérer de toutes les autres. Mon idée, c'est que vous devez pouvoir choisir exactement quel temps vous passez sur votre smartphone, que personne d'autre ne décide pour vous. Donc, vous avez plusieurs choix ici. Par exemple, décider que chaque jour, vous accordez juste 1 heure à vos applications. Eh bien, avec cette option, le reste de la journée, c'est bloqué. Une appli détox, payante tout de même 5 $ par mois. Elle a déjà été téléchargée par des dizaines de milliers d'Américains. Regardez, quand je vais sur Facebook, Safari ne peut pas ouvrir la page. parce que Facebook est bloqué. Ok, mais que dirait Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, en apprenant que je ne peux plus ouvrir son appli ? Ah, ça c'est sûr que pour lui c'est un problème. Car si vous ne payez pas pour Facebook, Instagram ou Snapchat avec votre argent, c'est parce que vous payez avec votre temps. Donc si tout le monde dit « je ne passe plus de temps sur Facebook », c'est sûr qu'ils vont avoir un gros problème. Quel avenir pour ce qu'on appelle l'économie de l'attention si nous décidions de nous passer de nos smartphones ? Chez Facebook, comment ça va ce matin ? Mark Zuckerberg a déjà prévu le coup d'après. Pour 3 milliards de dollars, il a racheté Oculus. Ma première démo de réalité virtuelle. Un casque censé nous accompagner dans tous nos gestes au quotidien. Nous n'aurons alors même plus besoin de prendre notre téléphone pour passer tout notre temps dans les réseaux sociaux. Les pirates de l'attention, c'est une enquête signée Laure Paulet, Émilie Denis et Xavier Puy-Perrault. Alors évidemment, on regarde ça et on a envie de jeter son smartphone à la mer, même si on sait qu'instantanément, il va nous manquer. Bonsoir Vanessa Lalo. Bonsoir. Vous êtes psychologue clinicienne, spécialiste des pratiques numériques, des jeux vidéo et de toutes ces choses-là. Ici, à WeWork, où on se trouve, il y a des entreprises qui développent ces fameuses applications qui nous rendent un peu plus accros chaque minute. Est-ce qu'on est tous toxicomanes aujourd'hui ? Toxicomane, c'est peut-être un grand mot. Peut-être qu'on est un petit peu excessif avec nos différents outils. C'est surtout qu'on concentre toute notre attention sur un même objet, alors qu'avant, on utilisait plein de différents, les pages jaunes, les GPS. Et en fait, ce qui est problématique aujourd'hui, c'est plus de concentrer toute notre attention et nos usages sur un même outil. L'idée de consacrer une journée sans portable, comme le disait un des personnages dans l'enquête qu'on vient de voir, est-ce que ça, c'est une bonne idée, une journée off ? Pourquoi pas ? Je pense que chacun a des réponses différentes. Après, si on ressent le besoin de déconnecter 1 fois par semaine, peut-être qu'effectivement, il vaut mieux le faire. Si c'est encore plus angoissant pour nous de déconnecter ne serait-ce que 2 heures par jour, peut-être qu'il va falloir se poser des questions et anticiper autrement. Parce que ça ne sert à rien de se retrouver non plus en manque, entre guillemets. Mais pourquoi, Vanessa Lalo, on n'arrive pas à garder nos distances avec le portable ? Moi, souvent, je vérifie qu'il est là dans la poche comme si ça me rassurait. Pour moi, c'est un doudou. Je trouve que c'est un doudou. On l'a jusqu'à sa table de nuit le soir. On va mettre son horloge le soir avant de se coucher, puis hop, un dernier article parce qu'il ne faudrait pas se coucher trop bête. Enfin voilà, le temps c'est de l'argent aussi. Du coup, on se retrouve un peu en permanence à utiliser nos petits outils pour s'occuper. C'est de l'occupationnel en fait, je dirais. Mais on a vu aussi cette séquence là où il y a toutes ces personnes qui sont dans le café, il n'y en a pas un qui se parle, qui se regarde, ils sont tous le nez sur leur portable, sur leurs ordi. Pourquoi on a cette impression finalement que ce qui se passe dans notre smartphone est plus important que ce qui se passe dans la vraie vie ?
Mais on a un peu l'impression que si on ne répond pas en temps et en heure à ce qui se passe numériquement, on va être débordé après parce que quand on va reprendre notre téléphone, on aura encore plus de sollicitations, encore plus de notifications, il sera passé encore plus d'informations et on va être encore plus débordé. Donc c'est finalement cette espèce d'angoisse de réagir immédiatement, sinon je vais être encore plus débordé. Et je crois que c'est ça aussi qui nous fait vérifier régulièrement si on n'a pas une notification. C'est très générateur de stress, non? Oui, c'est très très générateur de stress et d'angoisse, en tout cas quand on ne réfléchit pas à ces pratiques. C'est dangereux pour la santé, y compris pour la santé mentale? Ça peut. Tout dépend du rapport que l'on entretient avec nos outils. J'appelle ça des doudous. C'est pas pour rien et c'est pas forcément toujours une bonne chose que les adultes aient un doudou en permanence dans leur poche. Mais ça peut aussi être une sorte de cordon ombilical, un maintien du lien avec tout un tas de personnes et se sentir un peu moins isolé. Pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité, ça peut aussi sortir de certaines difficultés. Donc je crois que ça dépend vraiment de l'usage qu'en font chacune des personnes. Mais pour les jeunes notamment, ça peut être un esclavage. On est à la quête, on le voyait, des likes sur Facebook, des cœurs sur Twitter, des flammes ou des feux sur Snapchat. C'est un problème aussi particulièrement pour les jeunes. Où est-ce qu'on met le curseur pour les jeunes et pour les enfants ? Je crois qu'il faut bien faire le distinguo entre ce qui les aide à se construire d'un point de vue de la culture populaire, où ils ont besoin entre eux de pouvoir s'échanger des pratiques entre pairs, de pouvoir se montrer aussi des choses plus ou moins rigolotes ou plus ou moins débiles. Donc ça fait dans leur époque. Ça fait partie de la construction de l'époque. Voilà, au XXIe siècle, un jeune aujourd'hui, il va être connecté. Maintenant, est-ce qu'il faut en faire une injonction aussi sociétale, absolue, avec cette espèce de saint Graal, il faut absolument avoir regardé tous les youtubeurs pour ne pas avoir raté sa vie. Ouais. Peut-être qu'on peut interroger avec les jeunes aussi ce besoin compulsif d'aller se remplir d'activités. C'est plutôt le remplissage qui pose problème. Trouver la juste mesure, ça veut dire quoi? Ça veut dire les fliquer, les enfants, leur dire voilà, c'est tant d'heures par jour. Moi, je suis pas. J'aime pas forcément qu'on parle de la quantité. Je pense que ce qui est important, c'est la qualité et c'est plus comment on accompagne des jeunes avec des outils pour leur proposer peut-être des sources plus pertinentes, entre guillemets. Au lieu qu'il n'y ait que des chats qui tombent, peut-être qu'on peut leur proposer des documentaires Arte un peu plus sympas ou essayer de faire le lien avec eux sur des choses qui nous intéresseraient ensemble. Merci beaucoup Vanessa Lalo d'être venue ce soir dans Complément d'enquête. Alors on n'est pas tous égaux face au temps parce qu'on n'est pas tous égaux face au sommeil. Imaginez que quand vous restez éveillé 17 heures de suite, mais c'est comme si vous aviez 0,5 g d'alcool par litre de sang. En clair, être un petit dormeur, ce n'est pas donné à tout le monde. Et de plus en plus d'entreprises s'inquiètent de la qualité du sommeil de leurs salariés. Quand le sommeil est d'or, c'est une enquête signée Guillaume Couder. C'est une espèce nocturne extrêmement rare. Pour l'observer, nous sommes allés en Californie, à 50 km de San Francisco. La nuit est déjà bien avancée. Toute la ville dort, ou presque. Maurice Ohaillon, lui, a déjà bien entamé sa deuxième journée. Ce psychiatre français, installé aux États-Unis, s'est levé vers 7 heures, mais à 1h10 du matin, il travaille encore et n'a pas l'intention d'aller au lit. Je commence à être en pleine forme en fin d'après-midi. Ça commence à fonctionner à plein rendement et là, pendant la nuit, je me sens tout à fait à l'aise. Je prends ma vitesse de croisière, en réalité, aux environs de minuit, 1h du matin. Donc vous êtes un oiseau de nuit, en fait. Exactement. Maurice Ohaillon, 69 ans, est ce qu'on appelle un court dormeur. Entre 4 et 5 heures de sommeil par nuit. Il est comme ça depuis sa plus tendre enfance. Mes parents ont combattu ma tendance à rester éveillé, mais ça ne servait à rien parce qu'en fait, en dessous des couvertures, avec une lampe, je continuais à lire et à m'occuper. Ce soir-là, il restera éveillé jusqu'à 3h30 du matin. Du temps en plus qu'il consacrera à son travail et à la lecture. Le lendemain matin, vers 8h, San Francisco commence tout juste à s'activer. Maurice Ohaillon, lui, est déjà debout. Après son footing, il nous retrouve pour boire un café. Ah, qu'est-ce qu'elle dit? À son poignet, sa montre connectée a enregistré son temps de sommeil. 3h25. Et comment vous vous sentez alors après 3 heures de sommeil?
Je pense que vous pouvez en juger. Je n'ai pas d'effet. Je pense que je n'en ai pas. Je me sens bien, peut-être un peu fautif de ne pas avoir réalisé tout ce que j'ai à faire pour la semaine. Mais bon, je me rattraperai ce soir. Les cours dormeurs représentent moins de 6% de la population, dotée par la génétique de cette capacité hors du commun. Parmi eux, des personnalités célèbres. Napoléon Bonaparte, conquérant de l'Europe et empereur. Victor Hugo, l'un des écrivains les plus prolifiques de l'histoire. Margaret Thatcher, première femme à la tête du gouvernement britannique. Emmanuel Macron, président de la République à 39 ans. Ces cours dormeurs nous font passer pour des feignants, nous qui consacrons un tiers de notre vie au sommeil. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter si on ne dort que très peu. C'est plutôt ceux qui dorment trop qui devraient culpabiliser. Les cours dormeurs, incarnation de la performance, dans une époque toujours plus frénétique. Mais ça, c'était avant le grand retour du dodo. Car depuis peu, les gros dormeurs ont à nouveau la cote. Au sein des entreprises notamment, où les conséquences du manque de sommeil ont fini par inquiéter. En Suisse, en plein centre de Zurich, nous avons rendez-vous avec Els van der Helm. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi, enchantée. Venez, entrez. Merci. Cette néerlandaise de 33 ans est docteur en psychologie et spécialiste du sommeil. Son sujet de prédilection, son impact sur la productivité des travailleurs. Quand vous êtes debout depuis 17 heures d'affilée, vos performances cognitives et motrices sont similaires à celles d'une personne qui a 0,5 g d'alcool dans le sang. C'est la limite à partir de laquelle vous n'êtes plus autorisé à prendre le volant. Beaucoup de fonctions de votre cerveau sont altérées quand vous êtes en manque de sommeil. Votre attention, bien sûr, mais aussi votre capacité d'apprentissage, votre créativité et votre humeur. Des entreprises font appel à elles pour sensibiliser leurs salariés à la problématique du sommeil. Ce jour-là, Els s'apprête à mener un séminaire dans un grand cabinet d'audit et de conseil en stratégie. Merci de venir partager votre expérience avec vos collègues. Quand on parle du sommeil, vous savez, cela devient vite assez intime. Des études montrent que si un salarié a des problèmes de sommeil, il va faire perdre 2 semaines de productivité par an à son entreprise. Et si les managers sont fatigués, ils ont plus de difficultés à motiver leur équipe. Dans les cabinets comme celui-ci, les employés, des cadres, travaillent dur, souvent tard le soir, leur sommeil s'en ressent. Qui ne dort pas assez parmi vous? Ok, la majorité, comme souvent. Els leur demande de décrire sur des tableaux leurs problèmes de sommeil. Difficulté à s'endormir, réveil plusieurs fois par nuit, coucher trop tardif. Vous avez du mal à dormir? Non, je n'ai pas de mal à dormir, mais je ne dors pas assez. En semaine, je dors 6 heures par nuit. Je suis accro au café, j'en bois énormément. Donc je pense que je suis suffisamment performante, mais c'est grâce à la caféine. Peut-être que nous pourrions essayer de réduire la pression générée par les heures supplémentaires. Il y a parfois des gens qui travaillent 16 heures en une journée ou le week-end pour préparer un dossier. Après cette conférence, ces salariés pourront bénéficier d'un suivi
auprès de Health pour tenter d'améliorer leur sommeil. Et ils ne sont pas les seuls à en manquer. À Saint-Amand-Montrond, dans le Cher, il est 6 h du matin. Olivier Bouba prend son petit déjeuner. Il est déjà en train de consulter ses mails. Pour ce patron de PME, les journées sont longues, les nuits courtes. Vous avez dormi combien de temps? Levé à 5h15, donc minuit et quart, 5h. Comme d'habitude à peu près. 5 heures de sommeil, c'est comme ça chaque jour? Chaque jour. Est-ce que vous souhaiteriez dormir plus? Oui. Oui. Idéalement, ce serait quoi? Je pense qu'idéalement, s'il y avait 2 heures de plus, ce serait bien, quoi. Olivier Bouba dirige une PME de construction et rénovation. 76 employés. À 6h30 du matin, il est déjà à son bureau. Ça va ce matin? Oui. Bien. Il a repris cette entreprise familiale après le décès de son père, il y a 32 ans. Madame. Son épouse Isabelle, ancienne prof de maths, travaille là elle aussi. Olivier est sollicité en permanence. Je vais voir pour demain matin avec Michel et puis je te dis quoi. Quand il n'est pas en rendez-vous, il visite des chantiers en cours. Il en suit plus d'une vingtaine à la fois et doit tenir les délais. Ça va les gars? Non, ça va? Vous n'avez pas assez d'heures dans une journée? Aujourd'hui, oui. Ça me manque un petit peu. Mais ça va être compliqué à trouver. Après 13 heures de travail, Olivier est enfin de retour à la maison. Il a aussi fait un footing pour évacuer la pression. Ok. Les pistons. Avec un mari surmené, en manque de sommeil, Isabelle se fait pas mal de soucis. C'est pas facile parce que il est plus ou moins, s'il dort mal, il n'est pas forcément toujours de bonne humeur, plus ou moins énervé. Donc voilà quoi, faut. Ça fait 30 ans que je suis avec lui, donc je commence à le connaître. Qu'est-ce que vous craignez? Qu'est-ce que je crains? On voit tellement de choses entre les AVC ou crise cardiaque. Enfin oui, voilà, j'y pense, c'est sûr que ça nous fait peur, quoi. Olivier n'est pas un cas à part. Allez, bonne app. En France, la moitié des petits patrons dort moins de 6 heures par jour, avec un sommeil souvent agité. Moi, j'ai des réveils des fois vers 2h30, 3h du matin, ouais, où c'est, on va dire, un petit peu surexcité, quoi. En fait, j'ai quelques palpitations, pas de cause particulière, je ne sais pas d'où ça vient trop, mais bon, voilà, on va dire que on va mettre ça sur le compte de la fatigue, du stress, de la pression. Mais est-ce que vous pensez avoir ce qu'on appelle une dette de sommeil? C'est-à-dire du sommeil qui manque et qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule? Ouais, je pense, ouais, sincèrement, ouais. Est-ce que j'ai peur de le payer un jour? Oui, sincèrement, oui. Avant de se coucher, Olivier vérifie une dernière fois ses mails. Extinction des feux pour une nouvelle nuit de 5 heures. À Mulhouse, en ce début d'après-midi, Carole Bixel se prépare, elle, pour une petite sieste. Quelques minutes de détente qu'elle savoure désormais. Il y a 2 ans, surchargée de travail, Carole a fait un burn-out. Avant votre burn-out, vous ne faisiez pas de sieste du tout? Non, du tout. Au contraire, j'estimais que dormir était quasiment du temps perdu. Carole travaillait aux ressources humaines dans un organisme de 450 salariés. Des journées à rallonge, des séances de travail interminables, au bureau et à la maison.
Je dormais de moins en moins, en ayant l'impression que j'avais besoin de moins dormir parce que derrière, il y avait des tensions permanentes, un état de stress, etc. Et à partir de ce moment-là, oui, j'ai manqué profondément de sommeil parce qu'au lieu de dormir 6 ou 7 heures par nuit, j'en dormais peut-être 4 ou 5, grand maximum. Et ça, c'était insuffisant, véritablement insuffisant. Ça a duré combien de temps ? Ça a duré bien une année comme ça. Burn-out, absentéisme, maladie. Aux États-Unis, une étude estime que le manque de sommeil coûterait 411 milliards de dollars par an à l'économie américaine. Alors, certaines entreprises prennent des mesures, parfois étonnantes. Nous nous rendons à Berlin. Au cœur de la capitale allemande, voici les locaux européens de Casper, une start-up américaine devenue en 3 ans leader mondial de la vente de matelas sur Internet. Caroline Herman, 28 ans, est française. 2 ou 3 fois par semaine, elle se repose dans les salles de sieste mises à disposition des salariés. On a donc du coup deux salles de sieste, un lit double ici et on a également un petit lit superposé. Moi je suis plutôt du matin et j'aime bien m'isoler après le déjeuner. J'ai d'autres collègues qui vont s'isoler un peu plus ce soir ou qui vont vraiment faire une sieste. Et voilà, ça permet de recharger les batteries quand on en a besoin. Ici, on fait commerce du sommeil. Alors il faut respecter celui des employés. C'est dans l'intérêt de l'entreprise, comme l'affirme Constantin Hayes, l'un des cofondateurs. Il y a beaucoup d'études qui montrent que si les gens font une sieste pendant 20 à 30 minutes, leur productivité augmente. Nous pensons aussi que les gens doivent avoir les horaires qui leur conviennent. Nous prenons en compte le rythme biologique des salariés. Il y a des gens qui travaillent mieux le soir, d'autres qui sont plus efficaces le matin. Il y a des lève-tôt et des lève-tard, et chacun ici travaille à son rythme. Mais l'entreprise va encore plus loin. Aux États-Unis, où se trouve le quartier général, les employés peuvent gagner de l'argent en dormant, grâce à une nouvelle application sur leur téléphone portable. Avec cette application, vous pouvez déclarer combien de temps vous avez dormi. Et pour chaque nuit déclarée, vous touchez une somme d'argent. C'est comme un bonus qui va automatiquement sur votre feuille de paye. $2 par nuit, quel que soit le nombre d'heures de sommeil. Ici, un employé américain a déjà gagné $562. Le plafond est à 720 par an. L'entreprise n'a pas accès à ces informations sur le temps passé au lit. On ne voit pas ces données personnelles. On respecte la vie privée de nos employés. Cette application et les données sont gérées par une autre société. C'est simplement une façon d'inciter nos salariés à avoir une bonne hygiène de vie. Au siège américain, les employés sont libres d'utiliser ou pas ce dispositif. Si les retours sont favorables, il pourrait aussi être mis en place ici, à Berlin, pour inciter les collègues européens à prendre le petit train du sommeil. Depuis son burn-out, Carole, la cadre en ressources humaines, a décidé, elle, de ralentir. Elle travaille désormais en indépendante et s'accorde plus de temps libre. Son sommeil est à nouveau paisible. Maintenant, je peux dormir 6-7 heures d'affilée sans me lever, avec un bon sommeil. Donc, c'est juste extraordinaire. Ça paraît rien comme ça, mais c'est vraiment... ça change la vie, véritablement. Hello, mes amis. Ce soir, elle retrouve ses copines pour dîner. Monique, Cécile et Olivia. Ouais, mais est-ce qu'il peut
à la nôtre, hein. À la nôtre, hein. Et santé, ligne. À la vie. Ligne à la vie, exact. Une bande de filles qui sait profiter des bonnes choses. Parmi vous, qui aime dormir? À moi. Moi aussi, j'adore ça. En fait, c'est l'endormissement que j'aime. C'est cotonneux, c'est douillet, c'est... On lâche tout, on oublie tout. Moi, j'aime les rêves et m'en souvenir quand ils sont agréables. C'est être en forme quand je me réveille. D'avoir bien dormi, c'est de me dire, je me lève, j'ai la patate. Si dans votre canapé, vous avez regardé ce reportage jusqu'au bout, jetez un coup d'œil à votre montre. Peut-être est-il bientôt l'heure d'aller vous coucher. Quand le sommeil est d'or, c'est une enquête signée Guillaume Couder avec Soigny Thiebaud et Frédéric Prigent. Puis si demain vous avez envie de faire la grasse mat, vous pourrez toujours citer Schopenhauer qui disait « Le sommeil est à l'homme ce que le remontage est à la pendule ». Reste une question, peut-on raisonnablement faire une émission sur la perte de temps sans s'intéresser aux réunions? La réunionnite. Bonsoir Nathalie Sapena. Bonsoir. Vous êtes journaliste à la rédaction de Complément d'enquête et on vous a demandé de vous pencher sur cette plaie que sont les réunions. Déjà, est-ce qu'on a une idée du temps qu'on passe chaque semaine en réunion? Oui, il y a plein d'études sur le sujet. En gros, un salarié passe 4h30 par semaine en réunion. Un cadre, c'est 2 fois plus. Ça fait 3 semaines par an, 6 semaines pour un cadre. Et plus les entreprises sont importantes, grosses, plus il y a de réunions. Alors évidemment, la question qui tue, c'est est-ce qu'on sait si ces réunions servent à quelque chose? Alors, selon les sondages, quand on interroge les gens qui participent à ces réunions, la moitié d'entre eux disent que les réunions ne servent à rien, qu'elles sont improductives, qu'il n'y a aucune décision qui est prise à la fin. Et d'ailleurs, la moitié d'entre eux pianotent sur leur téléphone, répondent à leurs courriers, voire même se baladent sur Internet. On se sent tous un petit peu concernés là quand on vous écoute parler. Et on a idée de ce que ça coûte cette réunionnite? Oui, alors c'est pas toujours si facile que ça à évaluer, mais il y a une étude qui montre que pour une entreprise de 200 personnes, où on compte 2 heures de réunion par semaine pour chaque salarié. Donc fourchette basse. Hein, fourchette basse. Ça revient à 1 million d'euros par an à l'entreprise. Bon, alors on vous a demandé de voir s'il était possible de vivre sans réunion. Quel est le résultat de votre enquête? Alors nous sommes allés voir une petite start-up parisienne qui a interdit les réunions. Ça s'appelle 360 Learning. Ils travaillent sur une plateforme de formation en entreprise. Il y a 60 salariés, moyenne d'âge 27 ans. Alors moins de réunions, enfin pas de réunions, ça veut dire plus de temps pour travailler. Alors, est-ce que vous entendez quelque chose là, Thomas? Écoutez, rien, le silence. Oui, le silence. Le silence, c'est ça qui frappe dans cette entreprise. C'est le silence qui règne. Pourtant, il faut quand même communiquer entre collègues. C'est mieux, même dans la vie, c'est mieux. Et en fait, contrairement aux apparences, ils sont en train de travailler ensemble, mais pas en même temps. Ça s'appelle l'organisation asynchrone. Et pour cela, ils utilisent une messagerie spéciale start-up qui remplace les réunions. Donc là, ce qu'on voit, c'est une réunion silencieuse. Exactement, entre 10 personnes. En ce moment, on travaille sur un salon qui va se tenir en janvier. Et en fait, dans cette carte, je vais m'en servir pour discuter et demander à mes collègues leur avis sur la proposition en fait, de stand que je compte mettre en place. Donc imaginez si j'avais mis ces 9 personnes dans une salle pendant 1 heure x 3 parce que je les ai ressollicités après pour avoir du feedback sur ce qui avait été produit, j'aurais perdu un temps fou en fait. Donc dans ce cas précis, 3 réunions de 10 personnes, ça fait 30 heures de sauvées. Ah, quand même. Thomas, vous pensez qu'une réunion, c'est à partir de combien de personnes? Je dirais qu'à 2, c'est une discussion, et à 3, c'est une réunion, non? Mais chez 360 Learning, on considère qu'une réunion, c'est à partir de 2 personnes. Et nous sommes montés à l'étage des développeurs, où là, la logique est poussée à l'extrême, où même une question à son voisin est considérée comme une réunion. Ça plaisante pas. L'idée, c'est en fait de protéger, de préserver la concentration très importante des geeks qui écrivent le code du logiciel. Par exemple, pour parler à votre voisin de bureau, oui. Vous lui envoyez un message. Oui. Quand je raconte ça, en général, on me dit « mais du coup, vous n'avez aucune interaction, vous discutez jamais ». En fait, je trouve qu'au contraire, ça permet de garder les interactions pour les moments amicaux qui sont en dehors du travail. Et tout ce qui est travail, c'est vraiment à part et c'est par messagerie. Vous appréciez cet environnement hyper silencieux? Moi, j'adore. Alors après, je pense qu'il y a des gens à qui ça peut ne pas plaire, parce qu'ils ont peut-être besoin de bruit ou quoi, mais moi, j'adore travailler dans le silence. C'est trop bien.
Merci en tout cas de cet éclairage inattendu, Nathalie Sapena. C'est la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à la préparer. Thomas Auro, Clément Castex, Samuel Humez, Victor de Rinxin et la rédaction. Philippe Lallemand et ses équipes pour la réalisation. On se retrouvera le jeudi 14 décembre pour une émission consacrée au secret défense. Chut, très bonne fin de soirée sur France 2.